Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de discussion du festival Millennium. Vous venez de regarder le film Singing with Angry Birds de Yewon Ji, j'espère que je prononce ça bien, qui était aussi le film d'ouverture de l'année dernière. Sur le plateau, pour parler du film et des questions culturelles qui y sont attachées, j'ai Paolo Fantani, qui est le représentant de l'UNESCO à l'Union Européenne. Bonjour. Bonjour. Ken Ndiaye, qui est conseiller communal à XL. Bonjour. Bonjour. Et Martin Smets, qui est directeur du Sengor, le centre culturel d'Etterbeek. Bonjour. Alors, je commence par la question que je pose tout le temps. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Et est-ce que vous voulez en dire un petit mot, Paolo Fantani? Ok. Moi, j'ai souligné, je vais dire, un certain nombre de mots quand j'ai regardé le film. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'était en fait le mot dignité. J'ai trouvé que quand même, dans la situation dans laquelle ils étaient, dans la situation dans laquelle les familles vivaient, je trouvais incroyable l'effort de dignité qu'il y avait dans leur vie quotidienne. J'ai trouvé aussi très fort l'idée du sacrifice que les familles faisaient pour essayer d'avoir quand même le meilleur pour leurs enfants. Je dois dire que ça, c'est vraiment les choses qui m'ont frappé énormément. C'était ça, voir une vie qui ne voyons pas tous les jours, partager la vie de quelqu'un qui carrément ne vit pas avec les moyens que nous avons. Et dans tout ça, on voit donc le directeur d'orchestre qui commence à vouloir créer une ambiance. Je trouve que c'est un très beau film, très touchant, et en même temps, il pose beaucoup de questions sur ce qu'on veut faire avec les développements dans une situation comme celle-là, où les gens ont quand même une force assez incroyable pour essayer de sortir ou de continuer à vivre toujours mieux pour leur génération nouvelle, et en même temps avec ce poids quand même fort de ce qui est la tradition, de ce qui est le vécu des familles pendant des générations. Et voilà, ça c'est le film. Après, Oui. après On on reviendra parlera de la d'ailleurs culture. justement sur la question de la culture dans le développement. Ken Ndiaye, votre avis sur le film? Moi, j'ajouterais un autre mot, c'est la passion. La passion vraiment de ce monsieur qui essaie, dans un contexte pareil, d'insuffler, de transmettre quelque chose, ou sa passion à lui, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, effectivement. La passion de ces gens, finalement, pour cette chose qui, a priori, leur est étrangère ou inconnue. Je crois que cette forme de mise en art ou de mise en expression artistique ne leur est pas a priori familière, mais ils y sont allés avec une passion incroyable. Là, c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi absolument remarquable. Voilà. Oui, Martin Smets. Oui, si je pouvais rajouter peut-être après le mot dignité, le mot passion, moi je rajouterais peut-être le mot amour, parce que c'est vraiment, je trouve, cet amour familial, qu'il soit des parents vis-à-vis de leurs enfants ou l'inverse des enfants vis-à-vis de leurs parents, est assez puissant et forcément très très émouvant. On le voit à plusieurs reprises dans le film. Et puis cet amour de ce professeur pour sa discipline en fait aussi, qui est très convaincu qu'il va transmettre des choses à travers le chant, et pas seulement du chant, mais aussi justement de la discipline. Il insiste beaucoup aussi sur le fait que les parents soient présents et que les enfants ne ratent pas une répétition, que c'est important, pas seulement pour bien apprendre ou faire l'exercice du chant, mais aussi pour se construire, pour grandir, pour pouvoir éventuellement sortir aussi, je pense qu'il en est convaincu, peut-être de la condition dans laquelle ils vivent. Donc oui, donc moi voilà, je rajouterais ce mot-là, amour. C'est 3 beaux mots, je trouve, pour qualifier ce film qui est assez complet. Nous reviendrons dans une deuxième partie sur la puissance de la culture dans le développement. En attendant, on retrouve une interview du réalisateur coréen Kim Dong-won, qui est aussi membre du jury international cette année à Millennium. So could you tell us a little bit more about documentary movies in Korea and their place, their importance? 한국 다큐멘터리는 아마 놀라실지 모르겠는데 그 역사가 30년밖에 되지 않았어요. 굉장히 짧아요. 그러니까 1988년에 제 작품 상계동 올림픽이라는 작품이 한국 최초의 다큐멘터리라고 이렇게 불리우고 있어요. 그러니까 그 전까지는
한편으로는 이제 가난한 나라였기 때문에 그러니까 필름으로 만들 수 있는 그 형편이 안 됐고요. 다음에는 이제 군사 독재 시절이었기 때문에 많은 검열 때문에 다큐멘터리 만드는 게 불가능했습니다. 그렇지만 이제 90년대 들어서 좀 민주화가 진행이 되고 많은 다큐멘터리들이 만들어지기 시작했고요. 한편으로는 이제 한국이라는 나라가 그러니까 다큐멘터리 필메이커들한테는 굉장히 천국 같은 그런 어떤 풍부한 어떤 역사적이고 문화적인 그런 숨겨진 혹은 그 이면의 얘기들이 많아요. 아시겠지만 저희 나라는 분단된 나라고 또 한편 그 어떤 사회적 갈등이 굉장히 많기 때문에 다큐멘터리 만드는 소재를 무궁무진하게 발견할 수 있어요. 한편으로는 이제 그전에는 다큐멘터리 자체가 한국에 이렇게 소개되는 그 어떤 경로도 차단이 되어 있었는데 그 영화 만드는 사람들이 다큐멘터리에 대해서 좀 많은 이해를 하게 되면서 극영화 하는 사람들이 많이 이제 다큐멘터리 쪽으로 또 옮겨와서 작업을 하고 그러면서 좋은 다큐멘터리들이 많이 만들어지고 있다고 생각합니다. 다큐멘터리를 만들고 싶어 하는 사람이 좀 많은 것 같아요. 또 하나는 이제 한국 다큐멘터리의 전통이 그런 어떤 그 액티비스트적인 전통이 굉장히 강해요. 그러니까 다큐멘터리로 군사 독재와 이제 말하자면 싸우는 그래서 그런 어떤 전통이 아직까지도 그 이어지고 있어서 한국 다큐멘터리가 좀 정치적으로도 굉장히 좀 강한 메시지를 갖고 있고 그 전통은 아직까지도 아주 강하게 그러니까 다른 나라 다큐멘터리랑 좀 차별성을 얘기한다면 그 사회적인 혹은 정치적인 그런 다큐멘터리들이 많은 것 같아요. You mentioned you started a long time ago, and you were one of the first who was into documentary filmmaking in Korea. Why did you start becoming a documentary filmmaker, and how did you start? 사실 저는 다큐멘터리에 대해서 공부한 적이 전혀 없고 제가 다큐멘터리를 만들면서도 제가 다큐멘터리를 만든다는 사실을 제 스스로 몰랐어요. 그렇지만 제가 처음에 만든 다큐멘터리가 그 철거에 관한 그 도시 빈민의 어떤 주거 문제에 관한 다큐멘터리였는데 그 작품이 나왔을 때 많은 사람들이 모르고 있던 사실이 이제 그러니까 TV 뉴스나 이런 데서 다루지 않은 사실들이 그 다큐멘터리를 통해서 이제 알려지면서 그 다큐멘터리의 중요성을 이렇게 인정하기 시작했어요. 그러니까 원래는 이제 어떤 상업 영화 감독을 지망했었지만 저도 모르게 다큐멘터리를 만들면서 많은 사람들이 저를 격려를 해줬어요. 다큐멘터리를 넌 잘 소질이 있으니까 계속 만드는 게 좋겠다. 그래서 뭐 저의 의사 반 혹은 다른 사람들의 어떤 그 권유 반으로 다큐멘터리를 계속 하게 됐습니다. Okay. 감사합니다. De retour sur le plateau du Millennium, toujours pour parler de Singing with Angry Bird, un film qui se passe dans des bidonvilles. Et c'est quelque chose qu'on voit rarement dans des films documentaires sur les bidonvilles, c'est qu'on ne se concentre pas sur quelque chose de pratique, sur une ONG qui va construire une école, qui va creuser un puits, qui va apporter des matériaux ou quelque chose comme ça. On se concentre sur une ONG qui fait chanter, alors déjà qui amène un chanteur d'opéra coréen au milieu d'un bidonville en Inde, ce qui est déjà conceptuel, et qui les fait chanter. C'est vrai qu'on se dit... Est-ce que c'est de ça dont ils ont le plus besoin de prime abord? Ils n'ont pas forcément besoin de chanter, on sent qu'ils ont d'autres problématiques, on le voit dans le film d'ailleurs, ils ont des vraies grosses problématiques monétaires, de santé, etc. Est-ce que cette place de la culture dans le développement est importante ou est-ce que là on est en face de quelque chose d'exceptionnel? Je ne sais pas qui veut réagir là-dessus.
Moi, je peux répondre à ça. C'est quelque chose qu'on voit ici aussi. Hein. Donc, par exemple, dans le lieu dans lequel je travaille, à l'espace Sangor, au Centre culturel d'Etterbeek, on travaille avec des populations qui sont issues de l'immigration et qui sont souvent dans des conditions économiques compliquées, à notre niveau, au niveau belge. Et c'est clair que la priorité pour eux n'est pas la culture. La priorité pour eux, c'est de manger, c'est de se nourrir, c'est de se loger. Et alors qu'une priorité importante, c'est quand même l'éducation pour leurs enfants. Et la culture arrive en général en 4e, 5e position dans ce qu'ils souhaitent. Et nous, on travaille justement à essayer de les convaincre que la culture est un facteur d'émancipation, tout comme l'éducation, et que c'est quelque chose de fondamental. Mais donc, moi, je fais le lien avec ce qu'on voit dans le film. Je pense que c'est ça aussi, c'est de dire, à travers la culture, on peut se construire, on peut s'émanciper aussi de sa condition. Et je pense que c'est ça qui est aussi montré dans ce film. Et donc voilà, oui, pour moi, c'est par rapport à la question, la culture est essentielle. Moi, j'ai envie de dire que, en fait, ce film, pour moi, il remet en question aussi cette définition ou cette approche de la culture. Quand on pose la question de cette manière, qu'on dit est-ce que c'est de ça qu'ils ont besoin? Est-ce que c'est une priorité? Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans le bon. Il n'y a pas de société sans culture. La vraie question, c'est de quelle culture peut-être? Celle-ci, elle est exogène, donc elle leur arrive. Mais ces gens, il est clair qu'eux, dans leur contexte normal, vivent dans une culture, avec des expressions culturelles et artistiques quotidiennes très fortes, je veux dire tout à fait normales, quoi. Et c'est là où parfois on fait une erreur. Prioriser la culture de manière aussi faible souvent, ça veut dire qu'on n'a pas rencontré la culture ou les expressions culturelles des gens qui les touchent, qui sont les leurs peut-être. Voilà, on est peut-être à côté de quelque chose. Mais pour moi, c'est la définition de la culture à ce moment-là qui doit se reposer. En tout cas, le film me ramène à ça. C'est clair que, et on le voit dans le film, c'est ça qui est magnifique, quoi. C'est que, oui, apprendre à chanter du gospel américain, pour eux, il y a quelque chose de presque ludique, d'étranger. Mais en même temps, on voit bien que c'est des gens qui adorent eux chanter dans leur contexte traditionnel, dans leur langue normale, dans des compositions à eux, traditionnellement. Donc, ils vivent en culture de toute façon. Et je crois que c'est le propre de l'humain, d'ailleurs, hein. Vivre dans la culture. Là, on est dans la culture perpétuellement. L'homme est fait de culture aussi. Je suis tout à fait d'accord sur ça, dans le sens qu'il est en culture, ils vivent dans une culture. Chacun de nous est une culture, et un morceau de culture, et parfois un morceau de différentes cultures. Je pense que l'enjeu du film, c'est pas de démontrer que la culture peut faire manger les gens, c'est de démontrer que la culture fait partie de notre quotidienneté. Et surtout là, pour moi, la culture comme l'éducation, parce qu'à un certain moment, ils commencent à apprendre l'anglais à travers le fait qu'ils apprennent le chant. Donc ça, c'est aussi important. Ils auraient pu apprendre, par exemple, à faire des additions ou à utiliser la mathématique pour leur commerce quotidien, ou à lire, comme quand il dit « on a pris le bus et on ne savait pas où il allait ». Parce qu'on est complètement analphabète. Donc, il y a cet aspect, comment la culture peut être un véhicule qui nous amène à apprendre d'autres choses. Mais là-dedans, c'est aussi un facteur vraiment très fort de liberté, je trouve. C'est un défi posé à des gens, et c'est la volonté de gagner ces défis, de montrer tes capacités, ta force, et de voilà, à tout coup, montrer à ta communauté, aussi qu'à ta famille, qu'en fait, ensemble, on peut aller au-delà d'obstacles. Et je trouve que la culture, là, joue très, très bien son rôle, parce que le film commence avec des gens qui chantent Funicoli Funicola, qui est une chanson napolitaine du 19e siècle, dans un slam indien. Et tout ça, ça gêne personne. Après, ils chantent du gospel américain, et après, ils chantent des chansons pop ou traditionnelles indiennes. Je trouve que tout ça, c'est aussi très fin, mais très intéressant, parce qu'on montre aussi qu'on n'est pas en train de créer une subculture dans un petit slam, mais on est en train de parler de culture, d'où elles viennent, quoi qu'elles soient. Et ça c'est assez intéressant, je trouve.
Et alors justement, vous parliez, ces gens-là sont déjà dans une culture, cet homme-là arrive avec une autre. Est-ce que, à votre avis, ça écrase un petit peu la culture d'origine quand il arrive comme ça, assez autoritaire, assez dur, en disant: «Voilà, vous devez chanter comme ci, comme ça», ou est-ce que ça leur permet juste d'ouvrir à quelque chose d'autre? Mon avis est que c'est une ouverture. Ils, ils en jouissent, quoi. Ils aiment ça aussi. Je veux dire, ce n'est pas du tout. C'est là où on peut parler de la dimension fondamentale de la culture, de sa dimension universelle aussi. On pleure avec elle, ou elle pleure avec nous. Et à la limite, ils comprendraient peut-être même pas tout à fait l'anglais et le sens profond de ce que disent les textes des chansons, mais ils pleurent et ces larmes sont absolument incroyables. Là, on touche à quelque chose d'universel, là, je trouve. Paolo Fantani, donc en tant que membre de l'UNESCO, est-ce que vous avez une idée de la part culturelle que prend les projets de développement? Est-ce que c'est quelque chose on a énormément de projets de développement culturel ou est-ce que ça reste quand même le parent pauvre de l'aide au développement? Bah, déjà, c'est très intéressant parce que voir ce film, c'est un peu, j'imagine, se mettre dans le défi qui a touché les personnes qui ont pensé l'UNESCO, la communauté internationale qui a pensé l'UNESCO pendant 70 ans et plus. L'idée de comment convaincre les gens que la culture fait partie des éléments fondamentaux. Mais souvenons-nous que l'idée de l'UNESCO, au début, c'est que la culture et l'éducation forment des éléments fondamentaux pour la paix et la compréhension entre le peuple et pas les gouvernements. Parce que la paix ne peut pas être construite sous les accords des gouvernements, mais sous la volonté des peuples de partager. Donc partager la culture, partager la science, partager l'éducation. Mais bon, c'est clair que on dit toujours, il faut qu'ils mangent avant, hein, il faut qu'ils aient un logement, il faut que... Mais je pense que dernièrement, on a quand même démontré autre chose. Et c'est sur cela que je voulais revenir, en fait. Le film ne parle pas nécessairement de ça, mais je voulais revenir à quelque chose qui dernièrement, et depuis quelques années, devient de plus en plus important. La culture en soi-même, c'est carrément un secteur très important de nos identités. Donc la culture représente aussi, par contre, un terrain économique de développement. Ça concerne nous. Chacun de nous a trouvé son travail à travers la culture, vous aussi d'ailleurs. Et je pense que si on considère le pourcentage du PIB entre tourisme, culture et industrie créative dans les pays européens, on touche à 2 chiffres. Ça, c'est très important à considérer parce que ça commence à mettre des choses un peu dans leur importance. Et alors, ça serait dommage que quand on pense au développement des pays qui ont besoin de développement exogène, on ne pense pas à la culture comme un véhicule quand même de développement économique et social. Mais alors, l'importance d'utiliser la culture comme un élément de développement, c'est que la culture est aussi enracinée dans la vie des gens. Chacun de nous est une culture, plutôt plusieurs cultures, et chacun de nous a la possibilité de se voir. Alors quand j'étais justement en Afghanistan, avant d'être affecté à Bruxelles, la vision politique du pays et du président et de certains politiciens du pays, c'était très clair. L'Afghanistan doit être créé et constitué aussi sur la force de mettre ensemble les différentes personnes et peuples de l'Afghanistan. On ne peut pas s'imaginer qu'un pays qui a traversé la guerre, s'il ne se reconnaît pas dans une identité, qui se soit multiple, ce n'est pas important, mais qu'il y ait une histoire partagée, une culture partagée, des volontés, un projet partagé, qui soit aussi un projet identitaire, mais identité qui n'exclut pas l'autre. Je pense que c'était important. Et là, on a commencé à voir, par exemple, des investissements très importants des pays donateurs sur la culture en Afghanistan, qui portent des bons fruits. Mais ça commence à devenir aussi important pour l'Europe. On peut en parler après, mais il y a quand même un mouvement dans la coopération internationale, et je pense qu'enfin, il y a un mouvement dans la coopération internationale. Carrément, pour l'UNESCO, c'est une bataille non pas encore gagnée, mais quand même qui va dans la direction qu'on a souhaité pendant des décennies, de voir quand même la culture pas vue comme juste ah oui, mais bon, ils mangent, ils boivent, mais comme un élément fondamental. Et en plus,
et là je termine, culture et éducation vont ensemble. Donc, et on le voit à nouveau dans le film, et on le voit aussi dans la vie quotidienne. Enfin, l'éducation et culture, la culture et l'éducation. Donc, et là-dedans, il y a beaucoup de choses à dire de l'importance de l'éducation et la culture. Oui, comme vous disiez, c'est vrai que dans le film, il ne fait pas que leur apprendre à chanter, mais il leur apprend aussi à être à l'heure, à respecter les horaires, à respecter aussi l'ensemble du groupe. Donc c'est vrai que ça, il va beaucoup plus loin. Mais c'est une initiative qui a l'air d'être très personnelle aussi pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur le développement de la culture à l'international, avant qu'on revienne sur Bruxelles. J'ai envie de dire qu'en espérant aussi que ce développement ou ces processus-là, qui essaient de remettre la culture au cœur des débats, évitent les écueils de ce qu'ont été les relations internationales dites de développement dans le passé. Ce n'est pas un bagage qu'on va transférer d'un continent à un autre, d'une société à une autre, que les processus endogènes soient beaucoup plus au centre des échanges. Voilà, je ne crois pas, et je crois que la plupart des acteurs du secteur dit du développement l'ont perçu maintenant, l'ont compris, qu'on ne transfère... autant on n'a pas réussi à transférer la technologie vraiment comme on a cru pendant longtemps que ça allait être facile, ça allait être facile de le faire. Autant il sera encore beaucoup plus difficile, voire impossible, de transférer des cultures ou une culture. Voilà, c'est le seul souhait que je puis émettre à ce stade-ci. Ouais. Mais je pense que là, c'est très important, en fait. En tant que, par exemple, UNESCO, où on se positionne à ces moments, si je vois les projets qu'on est en train de réaliser, il y a beaucoup de projets, justement, dans lesquels la culture devient un élément d'emploi, un élément d'amélioration de la qualité de la vie des gens et des familles et des communautés, et tout ça sur la base de leur culture. Quand on ira dans certains pays, par exemple, à essayer de protéger le patrimoine ou à reconstituer certaines parties du patrimoine, ou à travailler, par exemple, sur l'industrie créative, ça sera toujours ce que est leur histoire, leur patrimoine, leur culture. C'est mieux quand même que mettre des gens à faire des balles de football. On peut employer une personne en faisant ça ou en disant, bah, écoute, ça c'est toi, c'est ta vie, c'est ton histoire, c'est celle de ta communauté. Donc voilà, prends-toi soin de ton histoire et en même temps, gagne ta vie à travers ça. Crée tes compétences aussi, parce qu'il y a aussi une compétence. Enfin, je veux dire, le respect de ton patrimoine, ça vient de la tradition, parfois orale, parfois écrite, les livres d'histoire, etc. Mais ça vient aussi du fait que tu t'imagines que ça, c'est partie de ce que tu es. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, on peut remettre ça en Europe aussi. Le débat européen est assez intéressant sur ces sujets aussi. Alors justement, revenons plus proche de chez nous, en Europe, même pire, à Bruxelles. D'ailleurs, je voudrais revenir vers vous, Martin Smets. Vous aviez parlé déjà de comment vous aviez réussi à intégrer les migrants ou essayer de les aider à s'intégrer grâce à la culture. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu plus sur ces démarches-là ? En fait, les centres culturels qui sont reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles ont des missions donc, qui sont inscrites dans un décret sur les centres culturels, et notamment des missions de cohésion sociale. Il est évident que dans une ville comme Bruxelles, qui est une ville-monde, qui est une ville où je crois aujourd'hui plus de 50% de la population est issue de l'immigration, la cohésion sociale a une importance fondamentale. Et nous, en tant que centre culturel, c'est le lien, on fait le lien entre cette cohésion sociale et la dimension culturelle des choses. Et donc, on a au centre culturel d'Etterbeek tous les jours des cours en alphabétisation pour des migrants ou des personnes qui sont déjà installées à Bruxelles depuis un certain nombre d'années, mais qui sont dans des processus d'apprentissage de la langue ou dans des parcours d'intégration. Et ils ont l'occasion, donc tous les jours, de suivre des cours simplement pour apprendre le français. Évidemment, nous, en tant que centre culturel, on ne se limite pas à leur proposer des cours, on leur propose évidemment une série d'ateliers qui font le lien avec la culture et avec des pratiques artistiques. Ils ont l'occasion notamment de développer des compétences en art plastique, en chant,
Et puis des ateliers de cuisine aussi, qu'on fait beaucoup avec eux, parce que ce sont justement, les ateliers de cuisine, c'est quelque chose de très quotidien. Ça a évidemment un lien avec la culture aussi. C'est pour nous l'occasion aussi, en tant que professionnels de lieux culturels, d'apprendre aussi des choses de ces personnes qui sont ici, qui sont tous les jours dans nos espaces. Et j'aime bien mettre en avant cette pratique de la cuisine, parce que c'est une possibilité aussi de partager des mots très simples, mais très quotidiens et fondamentaux pour pouvoir vivre au quotidien. Donc, Alors, quand vous dites des cours de cuisine, c'est dans quel sens vous leur apprenez de la cuisine? Alors non, c'est plutôt, en fait, on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on met en valeur donc il y a des migrants qui viennent vraiment de partout, hein, d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, beaucoup de Syriens pour le moment. Et ils nous apprennent leurs recettes. Et nous, ce qu'on amène, c'est la dimension locale, parce qu'on veut travailler avec des produits locaux, des produits de saison, et donc ils doivent adapter leurs recettes en fonction d'une réalité qu'on leur impose, entre guillemets, parce que pour nous, c'est important, évidemment, de travailler sur des valeurs comme celle-là. Mais donc, c'est un vrai partage. Donc voilà, pour nous, c'est une manière vraiment, à travers des pratiques culturelles, d'intégrer ces personnes-là dans la réalité bruxelloise. Et est-ce que vous ressentez que cet apport culturel est quelque chose qui résonne mieux en eux que, par exemple, une approche totalement didactique de l'intégration? Oui, très clairement, parce qu'en plus, on laisse une place aussi à leur culture. C'est-à-dire que ils ne sont pas là juste... ils sont là dans un cadre pédagogique pour apprendre le français, parce que ça, c'est une réalité dont ils ont absolument besoin d'apprendre le français pour pouvoir simplement vivre dans la société bruxelloise. Mais au-delà de ça, le vrai échange se fait dans les deux sens. Et donc, je pense que le fait justement de leur donner une place et de ne pas imposer notre culture, de ne pas imposer, de ne pas leur imposer certaines choses dont ils ne voudraient pas et où ils seraient juste chez nous par obligation, parce qu'ils sont justement dans les parcours d'intégration, fait que je pense qu'ils trouvent leur place. Donc, voilà. Kenan Ndiaye, vous êtes aussi conseiller communal, donc à Ixelles. Et j'aimerais revenir plus sur le volet politique. Au niveau de Bruxelles, est-ce que la politique culturelle est quelque chose d'important à Bruxelles? On en parlait, c'est un vrai lien social, surtout dans une ville aussi multiculturelle. Mais est-ce que c'est vraiment une place prépondérante, ou est-ce que ça se fait malgré la politique? Oh, la politique à Bruxelles. Comment on appelle ça? Débat, On appelle ça la lasagne. Oui, institutionnel. Institutionnel. Oui, Bruxelles, c'est un vrai débat. Bon, je crois qu'il connaît mieux que moi toutes ces structures-là, d'ailleurs. Oui, parce que Bruxelles elle hérite un peu d'une série de structures de montage administratif ou politique qui font qu'une politique culturelle cohérente est quelque chose de très difficile. Ça, il faut se le dire. On a les communautés, on a la région, on a les communes, voilà, toutes ces initiatives qui ne sont pas forcément toujours très cohérentes dans leur dynamique. Voilà. Mais chacun fait ce qu'il peut. Et j'aime bien Bruxelles justement pour ça, quelque part. Ça devient comme ça une espèce de laboratoire où rien n'est prédéfini, rien n'est fixé au départ. Mais on arrive à des résultats fabuleux quand même. Hein. Ce qui se produit à Bruxelles comme résultat culturel, je trouve que c'est une des villes les plus... J'ai personnellement beaucoup voyagé pour mes activités artistiques. Et chaque fois que je reviens à Bruxelles, je suis étonné, surpris de la masse de choses produites dans une si petite ville, parce que finalement, enfin, comparé aux autres capitales européennes, par exemple, je trouve qu'il se passe énormément de choses, il y a énormément d'initiatives individuelles, d'ASBL, de petites structures plus ou moins formelles, plus ou moins informelles. Et c'est magnifique, ça aussi. Je crois que c'est aussi ça, fondamentalement, la culture.
Et qu'est-ce qui pourrait expliquer justement cette surabondance de projets culturels? Est-ce que c'est le fait que justement politiquement c'est compliqué et donc du coup il y a de la place pour pouvoir semer sa petite graine ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui est inhérent à Bruxelles? La mixité. Pardon? La mixité. Très bon. Je pense. Moi, mon expérience, je ne peux pas carrément me comparer ni peut-être parler sur ce plateau de secteur de la culture bruxelloise. Ça fait 2 ans que je suis citoyen de Bruxelles. Mais je dois dire que ce qui m'a frappé tout de suite, c'était, bon, je venais pas de ville avec une énorme production culturelle, je dois dire, depuis une dizaine d'années, mais avec quand même une culture très intéressante au niveau local. Mais ce que je trouve ici très intéressant, c'est justement cette mixité, le fait qu'il y a tellement de diaspora, celle de mon pays, par exemple, qui est une de celles qui a envahi Bruxelles, mais d'autres. Je veux dire, on parlait de Matongué tout à l'heure, j'habite à côté, donc c'est super intéressant quand même de pouvoir passer d'un village à l'autre, voir la partie où il y a les Belges, les parties où il y a les Belges francophones, les Flamands, plutôt les Marocains que les Africains, ou les Italiens ou les Français. Et je trouve, enfin pour moi, c'est la force vient juste de tous ces gens qui se mélangent. Oui, non, je voulais rajouter. Bruxelles, c'est vraiment une ville compliquée et en fait, de la complexité naît toujours des projets assez incroyables. Et on vit comme ça en Belgique, je dirais même au-delà de Bruxelles. Et juste à titre d'exemple, l'année prochaine, enfin en 2018-2019, on va fêter les 30 ans de notre centre culturel, donc, qui a été inauguré il y a une trentaine d'années par Léopold Sédar Senghor. Et donc à cette occasion, on va faire une année spéciale avec un fil rouge sur l'Afrique. Un moment phare sur Senghor, la culture sénégalaise, mais au-delà ça sur l'Afrique. Et donc du coup, on a lancé des appels à projets, on a déjà énormément de choses qui arrivent, et c'est fou. Et je parle de projets bruxellois, je ne parle pas de projets qui viennent d'Afrique, je parle de projets bruxellois autour de la culture africaine. La culture africaine qui va évidemment, comme on le sait, du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc on a une... Mais c'est assez impressionnant. Hein. Donc moi, ça, quand je vois ça, tout ce qui arrive comme projet et qui sont issus d'artistes bruxellois, je me dis, voilà, on vit dans une ville formidable, malgré toutes les difficultés qu'on connaît. Mais alors, est-ce que, parce que ça semble formidable, là, quand on écoute ça, Bruxelles, est-ce que l'exemple bruxellois est transposable ailleurs? C'est 170 nationalités, plus, et même plus, quoi. Je crois qu'on est la deuxième ville au monde la plus mixte dans ce sens-là. Donc c'est clair que ça doit être difficile à transposer. Parce que de fait, de cette juxtaposition, de ce vivre ensemble de toutes ces nationalités, ça produit certainement un résultat qui est unique, quoi. Pour moi, c'est un bon message. Plus on se mélange, plus on fait des choses intéressantes. Oui, donc du coup, en fait, Bruxelles est quelque part en avance par rapport au reste du monde, puisqu'une fois que tout le monde sera mélangé partout, tout le monde deviendra comme Bruxelles. Donc on a juste pris quelques années d'avance. Très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être venus pour parler de Singing with Angry Birds et de la culture en général et du développement. Nous, on se retrouve très bientôt pour une autre émission et merci à vous d'avoir regardé.